Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous faire une place dans ce marché au vu de toutes les contraintes que je viens de mentionner? Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui, quand ils ont des idées de business, vont se dire justement « Ouh là là, c'est très réglementé, ouh là, il y a des gros groupes. » Généralement, les profils très techniques qui sont en train de coder dans le dur, etc. C'est des personnes qui sont assez peu sensibles au marketing. Comment vous gérez ça? Faut le maquiller un peu, faire ton marketing de manière à ce que ça apporte beaucoup de valeur à la personne. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par la cible aussi, d'avoir un interlocuteur qui est pas forcément là pour te vendre quelque chose. Bah non, on est sur vraiment un modèle très solide, très récurrent, assez prédictible. Et donc même quand tout s'arrête, quand le monde entier s'arrête, les opérations de maintenance, elles ne s'arrêtent pas. Si vous suivez les contenus qu'on produit avec Bulldozer, donc que ce soit aussi bien ce podcast avec Conquête, sur LinkedIn, notre newsletter ou directement sur notre site web, vous savez qu'on aime partager nos dernières astuces pour augmenter l'acquisition, la conversion, bref, générer plus de business. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est très sous-estimé, notamment sur des sujets de conversion. C'est votre signature email. Votre signature email, c'est un moyen très simple de pouvoir diffuser des messages personnalisés auprès des prospects de votre choix. C'est pour ça que c'est très puissant pour des campagnes d'ABM notamment. À titre d'info, sur les campagnes ABM qu'on utilise chez Bulldozer auprès de nos clients, la signature email, ça peut être jusqu'à 36% de taux de conversion sur des contenus. Donc c'est vraiment très très élevé. C'est pour cette raison qu'on a choisi Signetic en partenaire de Conquête. Signetic, c'est une solution de personnalisation d'email qui vous permet de déployer des signatures pour tous les collaborateurs en quelques clics seulement. Il y a une intégration native avec Google Workspace et Microsoft 365. C'est connecté à votre CRM. Vous avez aussi la possibilité de créer directement vos designs dans Canva et de les déployer dans l'outil. Bref, c'est très puissant, très simple d'utilisation. Et avec le code Bulldozer20, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l'outil. Merci à Signetic de proposer cette offre pour les auditeurs de Conquête. Allez, on attaque l'épisode. Tu l'as mentionné très rapidement, mais bon, c'est quand même un marché un peu particulier parce que c'est un marché qui est réglementé. C'est un business, tu vois, a priori, qui semble quand même assez complexe à adresser, pas forcément très sexy sur le papier, etc. En plus de ça, vous êtes donc sur un secteur qui est géré par que quelques acteurs qui sont gigantesques, mondiaux, etc. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous faire une place, selon toi, dans ce marché au vu de toutes les contraintes que je viens de mentionner? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que je pense qu'on comprenait bien les problématiques clients. Donc ça, c'est un peu la base. C'est qu'en fait, on savait comment mieux répondre aux besoins clients. Et quand même, chez nous, il y avait cette notion de... On a deux clients. On a la partie, le client, celui qui va payer le contrat de maintenance, mais aussi finalement le technicien qui lui aussi va utiliser la technologie et qui lui aussi, finalement, il y a une partie... Enfin, c'est pas le bon mot, client, mais il va falloir adresser ces problématiques à lui, parce que si on les adresse bien, du coup, de fait, on s'assure qu'on a un client content derrière. Donc ça, c'était le premier aspect. L'autre chose, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui... quand ils ont des idées de business, vont se dire justement « Ouh là là, c'est très réglementé, ouh là, il y a des gros groupes. En fait, je ne peux pas. » Sauf que quand on a des acteurs mondiaux en face de nous et historiques, malgré toute la bonne volonté qu'ils ont, et malgré l'intelligence qu'il y a dans leurs équipes, ils ont aussi des très bonnes équipes, en fait, il y a un manque d'agilité. Voilà, enfin, aujourd'hui, qui dit techno dit... des gains de productivité, il faut pouvoir s'adapter et c'est compliqué. Enfin, je pense qu'on a des structures comme ça, qu'on a des dizaines de milliers de salariés, c'est-à-dire tiens, on va repenser différemment, ça va à l'encontre du business existant, ça vient challenger des business units qui marchent bien en fait. Enfin, c'est des business qui marchent bien. Je parle pas spécialement de mon secteur, je pense que c'est sur tous les secteurs. Bien sûr. Et donc, faut juste, il faut y aller. Donc, évidemment, quand nous, on s'est lancé, les majors se disaient, ils sont mignons. Enfin, clairement, je sais qu'ils disaient ça. Mais, j'allais faire une espèce de parallèle avec Tesla, mais c'est pas du tout bon parce que c'est hyper prétentieux de faire ça. C'est prétentieux de dire ça. Mais c'est vrai que, voilà, pour donner des exemples, c'est comme... dans certaines industries, il y a des nouveaux acteurs et tout le monde les regarde en disant « Ah oui, non, mais ils sont un peu utopistes, ce n'est pas possible. » En fait, si c'est possible, alors c'est quand même au prix de beaucoup de travail, je pense, de bien connaître les besoins, aussi de bien recruter. Vous avez aussi une particularité, donc c'est que le profil... Enfin, l'ICP, votre ICP, les personnes que vous contactez, c'est des personnes qui sont très techniques.
Et généralement, les profils très techniques qui sont en train de coder dans le dur, etc., c'est des personnes qui sont assez peu sensibles au marketing, assez peu sensibles aux démarches commerciales, etc. Comment vous gérez ça? Alors c'est intéressant, venant moi-même un peu de ce background-là d'ingénieur, on aime bien dire l'ingénieur, tu vois, c'est un peu un être qui plane au-dessus de ses émotions, qui est tout le temps rationnel, qui garde la tête froide. En tout cas, c'est ce qu'ils aiment bien se dire. Après, il y a des techniques qui marchent. Hein. Bah oui, évidemment. Cela dit, donc ça veut pas dire qu'on fait pas de marketing. Cela dit, c'est juste qu'il faut le maquiller un peu, ou il faut faire ton marketing de manière à ce que ça apporte beaucoup de valeur à la personne. On a un peu une communauté de marketeurs qui s'adressent aux cibles techniques, aux développeurs et autres. Il y avait quelqu'un qui avait fait des posts sur Hacker News, où il y a beaucoup de développeurs qui consultent leur news. Et c'est marrant, toutes les réponses c'était dans ce sens-là. Ouais, non, mais c'est vrai, le marketing ça me touche pas trop. Mais par contre, des fois, quand il y a des snippets de code, quand il y a des choses qui vraiment m'apprennent des trucs, c'est vrai que c'est intéressant, etc. Et puis petit à petit, c'est ça qui fait que tu construis une marque et que tu vas aussi faire des leads, tout simplement, en ayant du contenu vraiment de très bonne qualité. Donc ce que je dirais en premier lieu quand on s'adresse à une cible technique, c'est que le copywriting LinkedIn où tu vas faire des titres extrêmement putaclic et tu vas avoir plein de gens qui réagissent, qui interagissent, etc. C'est pas pour cette cible-là. L'émotionnel. Donc voilà, exactement, l'émotionnel, faut essayer de s'en détacher un peu, mais tout ce qui est très guide utilisateur, comment tu construis ça. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire sur des SaaS techniques comme ça, c'est limite tu fais un guide entier de comment t'as construit ton produit, comment tu fais pour détecter des secrets, c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les challenges, comment tu contournes ces challenges, limite tu mets tout. Et là quand la personne lit ça, elle va essayer de le faire, dire franchement j'ai autre chose à faire, vas-y je vais leur demander de discuter, au moins avoir une démo, ça va me faire gagner du temps. J'ai gagné beaucoup de temps à pas coder ça moi-même. Et donc ça permet d'en fait montrer la valeur tout simplement, toutes les choses tous les obstacles que nos équipes produits et engineering ont dû contourner, autant être transparent sur tout ça, créer des guides, créer des livres blancs qui ont vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Et pour moi, c'est ça le premier truc à faire quand tu t'adresses à une cible technique. Ok, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue très récemment. C'est l'antivirus, c'est Kaspersky, ça s'appelle, ouais. C'est ça, qui avait expliqué tout le processus qu'ils avaient fait pour identifier une vulnérabilité ou pour identifier un virus, etc. Et effectivement, il t'explique de A à Z tout le process par lequel ils sont passés. C'était extrêmement technique, etc. Bon, moi, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube, tu vois. Mais je me dis, effectivement, les développeurs qui lisent ça doivent se dire, putain, les gars de chez Kaspersky, ils sont sérieux, ils font le job. Si on doit choisir un antivirus, let's go, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs, toujours sur le petit top de Forrester, là, ils en parlaient aussi sur les préférences des millennials, comme toi et moi, qui deviennent de plus en plus les acheteurs dans les entreprises. En fait, on a de plus en plus une préférence à avoir un pricing ouvert, vraiment beaucoup de transparence sur le produit, à pouvoir y avoir accès facilement, voir le tester et comprendre vraiment comment il fonctionne. Et notamment, tu me posais la question, j'ai répondu un peu marketing, mais aussi côté sales. Comment tu fais pour toucher ces cibles-là? En fait, ils voient vraiment une montée de personnes que tu pourrais appeler des product advocates ou autres qui en fait sont un peu des sales, mais pas vraiment, parce qu'ils sont quand même assez techniques, ils peuvent vraiment comprendre les enjeux du produit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par la cible aussi, d'avoir un interlocuteur qui est pas forcément là pour te vendre quelque chose, mais qui va plutôt t'expliquer comment ça marche, toutes les difficultés qu'ils ont affrontées, etc. Donc le type de profil sales que vous avez en interne, c'est du profil technique. Alors, au début, on a commencé comme ça. Après, il y a un moment, faut scaler et tu peux pas passer 6 mois à former tout le monde. Donc, on a vraiment bien réparti les tâches. Mais par contre, sur la partie brand et ce qu'on va envoyer aux clients, c'est plutôt des profils DevRels ou Developer Advocates. On en a un en Europe, un aux États-Unis. Donc eux, ils sont très techniques, ils font des webinars hyper techniques, ils vont donner des talks à des salons. Ils sont invités très souvent pour donner leur talk. Et donc ça, c'est hyper apprécié sur le côté marque. Et puis après, quand il y a la demande de démo, ou quand il y a des signaux d'intention, là, on va envoyer des BDR qui vont être en charge de qualifier le meeting. Mais par contre, dès le premier meeting, on va s'assurer qu'il y a au moins un sales engineer dans la boucle pour faire
faire la démo et répondre Ouais. aux questions techniques d'intégration. Parce que si t'es pas assez technique, et notamment les sales américains, ils distribuent beaucoup plus les tâches que nous. T'as vraiment le sales engineer qui fait la partie technique et l'account executive qui s'occupe de la gestion du projet, du relationnel et de faire avancer le deal. C'est extrêmement séparé, beaucoup plus qu'en France. Mais c'est hyper important d'avoir le sales engineer très tôt dans les discussions par rapport à d'autres industries. Ouais. Quand on a réussi, je pensais qu'on a réussi à recruter les bonnes personnes de l'industrie, parce qu'il faut quand même une vraie compétence technique, qui avaient envie de changer cette industrie. Et franchement, moi, j'ai des gens qui sont dans les équipes, j'ai des gens qui sont là depuis assez longtemps. Et ça, c'est intéressant aussi récemment. Je fais une petite digression, mais tous les 6 mois, on fait des engagement surveys, savoir comment l'équipe se sent, comment ils se projettent et tout. Et vraiment, c'est très fort sur le fait que cette boîte va réussir. Enfin, D'accord. Alors, tout n'est pas parfait chez nous, hein, il y a plein de choses. Bien sûr, oui. Voilà, il y en a plein qui. Enfin, il y a toujours des choses. Certaines réunions, ça sert à rien. Je trouve pas les informations. Il y a des choses, ça va pas. Mais ça, sur le côté, la confiance sur. La vision. Oui, la vision, ça, oui. Ça, c'est ce qui remonte dans le top 3. Enfin, je le dis parce que à chaque fois, ça met tout ce qu'il y a. Il y a 50 questions, il y a le top le plus bas du classement et le plus haut du classement. Et ce qui est plus haut, c'est à chaque fois la boîte fait réussir. Et donc, je pense, voilà, parce qu'on connaît les besoins clients, l'adresser avec la techno qui sert à quelque chose. Et le côté business pas sexy, pas très réglementé, ça a du bon, notamment... on a quand même connu quelques crises depuis qu'on s'est lancé, Covid, crise financement. Nous, on est sur vraiment un modèle très solide, très récurrent, assez prédictible. Et donc, même quand tout s'arrête, quand le monde entier s'arrête, les opérations de maintenance, elles ne s'arrêtent pas. WeMaintain continue. WeMaintain a continué. WeMaintain a fait des bonnes années quand ça n'allait pas pour d'autres boîtes. Je ne m'en réjouis pas. Voilà, nous, on n'a pas eu de PGE. Ça continuait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a un business assez tradit, en fait, ça permet de beaucoup innover. Enfin, je pense qu'on peut innover parce qu'il y a tellement de choses à faire. Oui. Voilà. Oui, et puis ça rejoint ce que tu disais sur le côté les autres acteurs du marché, c'est gros paquebot, il y a voilà, c'est l'inertie, là où justement du coup business tradi, mais nous on vient de la tech et on y apporte l'agilité, etc. Bon bah la force c'est justement ce côté innovation en fait. Oui, clairement. Et c'est très rare les groupes qui ont réussi à se transformer de l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pas trop d'exemples. C'est très compliqué et c'est normal. En plus, souvent, ce sont des groupes cotés, donc bien sûr. Ils sont liés au fait d'avoir des résultats. Et s'ils les ont pas, les équipes, le management change. Il y a vraiment cette contrainte il faut faire des changements qui vont impacter le long terme et très court terme. Il faut juste que ça génère du dividende.